Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Place de l'ETP dans la prise en charge de l'obésité en Normandie, organisé par Planète Passion. Bonjour à tous. Environ un peu plus d'un mois après, donc d'abord la Journée mondiale de l'obésité et puis aussi un petit peu plus d'un mois après la publication de nouvelles recommandations sur la prise en charge de l'obésité. Et donc, c'était l'occasion pour nous de lancer cette thématique qui fait partie des thématiques prioritaires en santé en région. L'obésité, voilà, c'est une priorité. Le TIP fait partie intégrante de la prise en charge. Donc, l'occasion pour nous de vous proposer ce webinaire. Alors, le programme. Donc, on va faire un point sur l'obésité et sur les nouvelles recommandations de prise en charge, comme je viens de vous le dire. Donc, ce point sera assuré conjointement par les docteurs Vanessa Follop, donc, qui est médecin responsable du centre de nutrition de Bois-Guillaume et au sein du CSO de Rouen, et par le docteur Véronique Savé, donc médecin nutritionniste à l'unité transversale de nutrition clinique du CHU de Caen et aussi sur le CSO de Caen. Elles vous présenteront ensuite le CSO en Normandie. Et puis, on passera ensuite au programme d'éducation thérapeutique obésité en Normandie. Donc, je vous proposerai d'abord une vue d'ensemble des différents programmes qui existent dans notre région. Et puis, on ira voir un petit peu plus en détail 3 programmes. D'abord, un programme hospitalier, le programme du centre hospitalier de Gisors, puis un programme de CSSR, le programme qui est déployé aux Jonquilles, avant de terminer par un programme de ville, donc le programme Ma santé, j'en prends soin. La particularité de ces programmes-là, peut-être par rapport à d'autres, mais on aura l'occasion d'en reparler, c'est qu'ils ciblent une prise en charge d'obésité hors chirurgie bariatrique. Et enfin, on aura le témoignage de la présidente de l'association Allo, qui accompagne les personnes en situation d'obésité. Donc, je vais laisser tout de suite la parole au docteur Savé et Follop pour leur présentation sur les recommandations de la prise en charge de l'obésité. Bonjour à tous. Alors, j'arrête le partage comme ça vous me voyez. Je suis le docteur Véronique Savé, je suis médecin nutritionniste au CSO de Caen, Normandie. Et donc, conjointement avec docteur Foulop, nous allons vous parler de l'obésité adulte et des nouvelles recommandations qui sont sorties assez récemment, puisque moins de 2 ans. Alors, donc moi, je vais vous parler déjà des nouvelles recommandations de la prise en charge médicale qui sont sorties en juin 2022, donc il y a presque 2 ans, et qui ont été complétées, récemment par les recommandations chirurgicales que vous présentera docteur Follop. Alors la grande nouveauté de ces recommandations, c'est, que l'on va sortir des grades d'obésité 1, 2, 3 que vous connaissiez avec IMC 30, 35 et 40 et que maintenant on va essayer de phénotyper les obésités et pour cela on va se détacher du seul critère d'IMC et rajouter 6 autres critères, notamment le retentissement médical, le retentissement sur la qualité de vie ou, le fonctionnel, tout ce qui va être la partie troubles psychologiques, psychopathologiques, cognitifs ou troubles du comportement, l'étiologie de l'obésité, les comportements alimentaires et la trajectoire pondérale. Une fois qu'on a phénotypé les patients, ont été définis 3 niveaux de prise en charge. Le niveau 1, géré par le médecin généraliste qui va être coordinateur de la prise en charge, les diététiciens, les pharmaciens, les médecins du travail. Le niveau 2, ça va être plutôt le médecin nutritionniste hospitalier ou libéral, les services spécialisés dans l'obésité, les SMR nutrition et puis en niveau 3, les CSO. Alors, comment se sont répartis ces différents phénotypages? Donc, je ne vais pas tout vous détailler, vous pouvez retrouver ce tableau-là dans les recommandations. Le niveau 1, ça va être un IMC. Alors, il y a besoin que d'un seul critère pour rentrer dans le phénotype. Un IMC de moins de 35, des comorbidités relativement bien gérées, assez peu d'impact sur la qualité de vie, une obésité commune, pas de troubles du comportement alimentaire. Niveau 2, on monte un petit peu dans le niveau d'IMC où les comorbidités sont plus difficiles à gérer.
on commence à avoir des pathologies psychiatriques, quelques troubles du comportement alimentaire où on est en échec du niveau 1. Et puis dans le niveau 3, ça va être soit un IMC très élevé, vous voyez, supérieur à 50, soit vraiment des pathologies associées qui sont graves et qui impactent grandement le côté fonctionnel, ou alors un impact sur la mobilité important avec une réduction du périmètre de marche, ou des TCA qui sont importants, type hyperphagie boulimique, ou vraiment un échec des autres niveaux de prise en charge. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si on prend par exemple ces 3 patients, un patient de 55 ans, un IMC de 34, un diabète peu compliqué, un syndrome d'apnée du sommeil, une hypertension, une stéatose. Deuxième patient, 38 ans, toujours IMC 34, mais une infertilité, des compulsions alimentaires, une bipolarité qui est stable. Ou une dernière patiente, un IMC 38, vous voyez là tout l'IMC on n'est quand même pas très élevé, mais cette dernière patiente a une arthrose sévère du genou, un périmètre de marche dégradé et donc là on a bien 3 patients de stades différents, 1, 2, 3, avec du coup des niveaux de prise en charge qui vont être différents. Voilà, ça c'est la grande nouveauté de ces dernières recommandations. Ce qui évolue aussi, c'est le bilan des comorbidités avec un focus sur certaines comorbidités, notamment sur le diabète, où ils ont précisé le dépistage systématique qui doit être renouvelé tous les ans ou tous les 3 ans en fonction des cas. Le dépistage d'apnée du sommeil, ça c'est aussi une grande nouveauté pour nous parce que avant on faisait surtout sur signes cliniques évocateurs ou en cas de chirurgie bariatrique. Mais là pour tous les IMC de plus de 35, il faut dépister en systématique et puis s'il y a des signes cliniques, le dépister si c'est l'IMC de plus de 30. On nous informe aussi qu'il faut apporter une vigilance pour le syndrome restrictif avec les explorations fonctionnelles respiratoires et le dépistage du syndrome obésité-hypoventilation avec les gaz du sang artériel. Un focus aussi sur la maladie rénale qui est souvent oubliée dans les comorbidités avec bien l'évaluation de la clairance et puis une analyse d'urine. Également un focus sur la recherche de fibrose avancée sur la stéatopathie métabolique avec vraiment mis en exergue les paramètres biologiques et notamment le FIB4. Et puis aussi un focus sur l'évaluation bucco-dentaire chez ces patients qui peuvent avoir un état bucco-dentaire altéré avec la nécessité d'une évaluation annuelle chez le dentiste. Ils n'oublient pas non plus le reste de l'évaluation, donc je ne vous ai pas détaillé, hein, tout est dans les recos. Évaluation de la qualité de vie, évaluation de l'activité physique et de l'autonomie, bien évaluer la composante alimentaire de l'obésité comme on sait faire, évaluation psychologique et psychiatrique, et puis l'évaluation sociale. Alors, merci Véronique. Moi, je vais enchaîner. Donc nous avons eu, très récemment les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui concernent la chirurgie bariatrique. Alors tu peux changer de diapositive. Voilà. Donc elles ont été validées, le 8 février dernier, donc c'est vrai que c'est très récent, pour la prise en charge, chirurgicale, des niveaux 1 et 2 d'obésité. Alors, il y a des choses qui restent identiques aux recommandations précédentes qui dataient de 2009. Donc, bien évidemment, la chirurgie bariatrique, c'est un traitement de deuxième intention. Lorsqu'un traitement médical bien conduit, pluriprofessionnel, n'a pas permis une perte de poids suffisante après 6 à 12 mois. Bien évidemment, l'indication, ça reste principalement pour des adultes. Alors là, voilà, il y avait eu des recos spécifiques pour les mineurs qui souhaitaient être opérés, mais c'est encore autre chose. Donc là, ces recos, les nouvelles, concernent les adultes avec les mêmes critères d'IMC. Donc, obésité de grade 3 supérieure à 40 ou de grade 2 supérieure à 35 pour l'IMC avec des comorbidités. Et puis les contre-indications classiques restent tout de même les mêmes, c'est-à-dire des troubles psychiatriques sévères qui permettraient pas de comprendre tous les aménagements diététiques et comportementaux liés à ces chirurgies, des addictions non sevrées, des TCA, notamment impulsifs et compulsifs, non stabilisés, des cirrhoses du foie évoluées et des contre-indications à l'anesthésie générale. Donc ça reste la même chose que les précédentes.
En revanche, il y a eu beaucoup de modifications. La première concerne l'âge des chirurgies. Maintenant, il est écrit que ce type de chirurgie bariatrique peut être envisagé entre 60 et 70 ans, alors qu'avant, c'était jusqu'à 60 ans et on se disait un peu au RCP, au cas par cas, jusqu'à 65 ans en fonction du bénéfice-risque et de l'âge physiologique. Donc là, ils ont augmenté l'âge durant lequel on peut bénéficier de ces chirurgies, tout en mettant quand même que finalement, il faut tenir compte de l'augmentation de la morbimortalité des chirurgies quand l'âge augmente, de la moindre efficacité des résultats de ces chirurgies en termes de perte pondérale plus l'âge augmente, et puis aussi du risque sarcopénique après 60 ans qui peut être déjà important chez les patients qu'on souhaite opérer, qui va se majorer probablement avec la chirurgie bariatrique. Donc ils ont augmenté l'âge, mais en donnant quand même ces bémols. Concernant les comorbidités prises en compte quand on est en situation d'obésité de grade 2 et qu'on souhaite avoir une chirurgie bariatrique, alors ils ont été un peu plus précis sur de nombreuses comorbidités et puis ils en ont rajouté. Par exemple, pour l'hypertriglycéridémie, ils ont noté que cette fois-ci, il fallait qu'elle soit supérieure à 5 grammes par litre, contrôlée à plusieurs reprises, en dehors d'un diabète de type 2 déséquilibré, en dehors d'une prise d'alcool régulière, et que cette hypertriglycéridémie, elle soit résistante à une prise en charge nutritionnelle. Donc c'est un peu plus précis. Concernant l'infiltration graisseuse du foie, en fait, ce qu'on appelle la stéatose commune du foie, ça ne constitue pas, c'est bien écrit, une comorbidité qui peut faire valider une prise en charge chirurgicale lorsqu'on est en obésité de grade 2. Il faut que le foie soit infiltré en graisse, mais qu'il ait déjà des signes d'inflammation et qu'on soit au stade de stéatohépatite non alcoolique et pas seulement au stade de stéatose, ou alors au stade au-dessus de fibrose ou encore de cirrhose du foie. Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit une cirrhose du foie qui soit modérée, qui soit child A. Pour les stades plus avancés, il y a une contre-indication à cette chirurgie bariatrique. Il a aussi été mentionné comme comorbidité les syndromes des ovaires polykystiques documentés chez les femmes et les problèmes de fertilité qui n'apparaissaient pas avant chez les hommes et chez les femmes, et avec un projet d'assistance médicale à la procréation. Ça peut être une comorbidité qui justifie une chirurgie. L'insuffisance rénale chronique est aussi mentionnée, modérée, voire sévère, voire dans le cadre de demandes pré-greffe rénale où les chirurgiens urologiques ont des critères d'IMC pour pouvoir opérer et mettre le nouveau greffon. Le syndrome d'apnée du sommeil, c'est un peu plus précis. Il mentionne que l'index apnée-hypopnée doit être supérieur à 15 par heure pour que ça soit considéré comme un syndrome d'apnée du sommeil qui est une vraie comorbidité. L'asthme sévère. Les troubles ostéo-articulaires, alors il note bien invalidants, chroniques et documentés. Donc ça peut être une lombalgie, une gonarthrose, une coxarthrose. Mais il faut qu'il y ait un avis rhumatologique ou orthopédique vraiment documenté qui va permettre de dire que la perte de poids améliorera ces comorbidités. Une incontinence urinaire invalidante, ça a été rajouté. Un accès à une chirurgie pariétale de hernie ou d'éventration qui ne serait pas possible du fait de la corpulence du patient. Ça peut être une comorbidité. L'hypertension intracrânienne idiopathique, c'est-à-dire l'hypertension intracrânienne qui est probablement en lien avec l'obésité parce qu'on n'a pas d'autre cause et qui résiste à un traitement neurologique bien conduit, à des médicaments. Et puis, le handicap moteur, c'est aussi maintenant une comorbidité avec ou non paraplégie. Voilà, donc ils ont élargi le champ des comorbidités
qui peuvent faire entrer dans le parcours de chirurgie. Concernant les contre-indications à la chirurgie, donc ils ont bien remis, et ça je l'ai remis parce que c'est vraiment fondamental à rappeler aux patients, il faut que les patients s'engagent à un suivi médical prolongé et à vie. Et donc si on sent qu'ils viennent à un rendez-vous une fois sur 3 et qu'ils ne seront pas du tout compliants en post-op, il est encore écrit qu'il ne faut pas les opérer. Concernant les obésités génétiques, syndromiques ou non, ou les obésités avec déficit intellectuel, il est bien stipulé dans ces recos que les dossiers doivent être discutés en RCP de CSO, donc en RCP troisième recours, ou même pour les obésités génétiques en RCP national qui s'appelle PRADOR. Ce sont des RCP mensuels qui sont organisés notamment pour les maladies rares et les obésités syndromiques comme le Prader-Willi, où on peut demander avis de collégial sur les experts au niveau des experts français. Et puis, les contre-indications, c'est toujours les cancers traités il y a moins de 5 ans. Mais le pronostic est encore, il y a un bémol, le pronostic est quand même à évaluer en RCP d'oncologie et donc ça peut éventuellement quand même être discuté. Alors, concernant l'évaluation préopératoire des patients qui souhaitent recourir à la chirurgie, en plus de ce qui doit être fait habituellement, il est bien noté qu'il faut rechercher la sarcopénie. Alors, je pense qu'il faut que maintenant, on ait tous des mesures de N-grip qui permet d'évaluer la force musculaire des patients. Il note bien qu'il faut s'intéresser aux dents, coefficient masticatoire et état dentaire, parce qu'effectivement, envoyer un patient en chirurgie bariatrique qui n'a plus aucune dent, ça peut être compliqué en post-op quand justement les dents vont faire le travail que l'estomac pourra plus faire. Évaluer le risque thromboembolique des patients. Alors ça, c'est plutôt bien comme conseil, mais en pratique, je ne sais pas vraiment à quoi on doit, enfin, ce qu'on doit faire par rapport à ça. Est-ce qu'il faut faire, je pense que c'est avec les critères de risque thromboembolique qu'on fait pour toutes les opérations. Je ne suis pas sûre qu'il faille faire des Dopplers systématiques et des examens particuliers. Évaluer systématiquement le risque fracturaire. Ça aussi, c'est une question... J'imagine que chez une femme jeune qui n'a pas eu de corticothérapie, qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui n'a pas d'antécédents de fracture spontanée, on n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'à l'ostéodensitométrie, mais j'en sais rien. Ou si vraiment, pour chaque patient, il va falloir qu'on ait une mesure d'ostéodensitométrie pré-op. Ça, c'est encore des questions en suspens. S'assurer du dépistage du cancer du sein et du côlon en amont de la chirurgie. Donc là encore, il y a des dépistages qui sont nationaux à partir de 50 ans. Est-ce que dans ces cas-là, il faut, s'il y a des antécédents de cancer du sein ou de côlon dans la famille, leur faire, même s'ils sont plus jeunes que 50 ans, une mammographie et une coloscopie avant? C'est aussi peut-être au cas par cas. Donc, il précise bien qu'il faut arrêter le tabac 6 semaines avant l'intervention, mais ça, c'était déjà le cas, mais c'est bien écrit. Et puis, en cas de projet de grossesse ultérieure, puisque cette chirurgie bariatrique, c'est souvent destiné à des femmes jeunes en âge de procréer, donc il rappelle qu'il faut vraiment leur donner l'information sur la nécessité d'une contraception efficace la première année de post-op et consigner qu'on a bien donné cette info dans le cahier d'observation. Et puis, faire systématiquement des bêta-HCG 48 heures avant la chirurgie pour vérifier qu'il n'y a pas de début de grossesse en cours. Alors, concernant l'évaluation préopératoire, concernant les bilans des examens complémentaires, il note bien quels sont les bilans biologiques, les recherches de carence qu'ils veulent faire. Alors, j'ai mis en rouge ce qui était pas remboursé. Donc, peut-être il va falloir qu'on évolue dans nos pratiques et que les patients viennent dans des structures hospitalières où ces bilans-là sont pris en charge, parce que pour certains patients, ça va poser problème de doser le zinc, le sélénium au labo de ville et de payer davantage.
L'évaluation psychologique ou psychiatrique, donc avant c'était un peu flou, là ça peut être par un psychologue ou par un psychiatre, mais il est bien noté qu'il est fondamental de rechercher notamment un TCA, un trouble addictif antérieur ou actuel. Et puis l'échographie abdominale, donc qui précise bien cette fois, c'est ce qu'on mettait sur les ordonnances, mais c'est pour mesurer la taille du foie et voir si ça ne va pas gêner le chirurgien lors de sa célioscopie. Rechercher des lithiases vésiculaires et s'il y a des lithiases symptomatiques, envisager la cholécystectomie pendant la chirurgie bariatrique. Concernant le suivi post-opératoire, il parle des apports recommandés en protéines, qui sont toujours un problème en pratique, hein, puisqu'on sait que c'est extrêmement difficile pour les patients d'atteindre ces taux d'apport en protéines, surtout en post-op immédiat. Mais voilà, ils ont le mérite d'être renotés. La surveillance biologique, ensuite, elle est à 3 mois, 6 mois, 12 mois, puis 1 à 2 fois par an à vie pour sleeve et bypass, les deux. Alors, à minima, pour tous les types de chirurgie, ils notent quelles carences il faut rechercher, quel bilan il faut réaliser. J'ai mis en rouge notamment le zinc, qui n'était pas forcément fait à l'heure actuelle. Et puis, vous voyez aussi les autres dosages, dont certains, comme la vitamine D, ne sont pas remboursés. Et puis, pour la chirurgie malabsorptive, il y a aussi beaucoup plus de bilans à faire, et notamment ceux que j'ai mis en rouge, qui n'étaient pas forcément faits en routine et qui sont pas remboursés. Donc voilà, à nous d'innover et de voir comment on va pouvoir mettre ces recommandations en place. Concernant le suivi post-opératoire, il parle de l'état psychologique à prendre en compte et à suivre, surtout notamment après 2 ans post-opératoire. Hein, c'est le moment où le poids commence à remonter. Donc, c'est important que ce soit noté. Bien sûr, toujours surveiller et valoriser l'arrêt du tabac et le maintien de l'activité physique. Et puis, ils écrivent, donc pour aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait vraiment le noter, mais c'est hyper important, proposer à tous les patients de participer à un programme ETP. C'est écrit dans les recos. Alors après, ça c'est pour la surveillance des sleeve gastrectomies. Ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule. Et après ce type de chirurgie bariatrique, ils recommandent maintenant une FOGD à 5 et 10 ans post-op. Et puis après, en fonction des symptômes cliniques, après 10 ans. Concernant le suivi post-opératoire, il y a aussi toute une partie sur les supplémentations en multivitamines et en oligo-éléments qui doivent être systématiques pendant l'amaigrissement, quelle que soit la chirurgie, sleeve ou bypass. Donc systématique pendant au moins 6 à 12 mois, voire 18 mois. Et puis après, systématique à vie pour les chirurgies malabsorptives comme le bypass et au cas par cas pour les autres comme les sleeves. Et puis, il précise donc ce que je vous ai mis, vitamine D à vie, calcium oral au cas par cas et vitamine B12, pardon, systématique pour les bypass. Et ils ont remis effectivement ce qu'on sait tous, hein, qu'il faut faire attention en cas de vomissement itératif post-chirurgie bariatrique. Il faut faire attention à la carence en vitamine B1, notamment si les gens sont perfusés en glucose. Et en cas de doute de troubles neurologiques, ne pas hésiter à faire un traitement probabiliste par vitamine B1 IV en attendant d'avoir le résultat du dosage. Et il parle aussi de bien penser à rechercher dans les consultations de suivi le dumping syndrome précoce et les hypoglycémies tardives qui sont finalement assez fréquentes quand on interroge bien les patients. On retrouve un paragraphe sur la reprise de poids post-chirurgicale, ce qui n'était pas forcément avant. Alors, ils disent qu'on ne parle plus du pourcentage de perte d'excès de poids, ça c'est fini. Maintenant, on va calculer le pourcentage de reprise de poids total perdu. Alors, c'est la formule que je vous ai mis. Poids actuel moins poids minimal post-chir sur poids pré-op moins poids minimal post-chir. Alors, la reprise attendue de poids, elle est d'à peu près 10% du poids total perdu entre 2 et 5 ans post-op. Je vous ai mis en petit, là, le graphique qu'on connaît tous de l'enquête SOS Study.
qui montrait que quel que soit le type de chirurgie qui avait été faite à l'époque, il y avait des bypass, mais il y avait aussi des Mason qu'on ne fait plus. Bref, il y avait en moyenne chez les patients une reprise de 10% du poids. Donc ça, on peut se dire que c'est normal. Mais il note bien dans ces nouvelles recos que si la reprise du poids total est supérieure à 20%, à ce moment-là, il faut faire un bilan étiologique, rechercher pourquoi on a repris ce poids. Est-ce que c'est le comportement alimentaire? Est-ce que c'est l'activité physique? Est-ce qu'il y a un syndrome anxio-dépressif sous-jacent? Est-ce qu'il y avait une obésité génétique qui répond beaucoup moins bien à la chirurgie? Et dans ces cas-là, peut-être demander une recherche génétique, même a posteriori. Est-ce qu'il n'y a pas eu une modification anatomique au niveau gastro-intestinal qui explique, par exemple, une dilatation du montage? S'il y a une reprise de poids, donc on recherche aussi une récidive des comorbidités qui étaient présentes avant l'opération. On évalue aussi l'altération de la qualité de vie du patient. Et puis, il est noté que dans ce cas-là, on peut discuter la mise en place d'un traitement médicamenteux de l'obésité. Alors, pour l'instant, vous savez qu'on est en attente de ces traitements médicamenteux qui arriveront sans doute fin 2024, les analogues du GLP-1 notamment, ou les doubles analogues GIP-GLP-1. Enfin, ils évoquent l'échec de la chirurgie bariatrique et donnent une définition de cet échec. Alors, ils considèrent qu'il y a un échec à partir de 2 ans post-opératoire quand la perte de poids totale est à moins de 10%. Ou alors qu'il y a eu, à 2 ans post-opératoire ou après, une reprise de poids aboutissant à une perte de poids totale inférieure à 10%. Et ou une absence d'amélioration ou une réaggravation sévère d'une comorbidité qui avait motivé la chirurgie. Alors, les conduites à tenir en cas d'échec sont à peu près les mêmes que celles que je vous ai montrées en cas de reprise pondérale. On recherche s'il y a une cause, on recherche une obésité génétique si on se dit finalement ça ne marche pas parce que vraiment le profil était particulier. On fait aussi des examens morphologiques et puis on discute un traitement médicamenteux. C'est à peu près la même chose. Enfin, il est abordé les informations à donner aux patients systématiquement lorsqu'il souhaite une chirurgie. Donc, les informer des limites de la chirurgie, notamment en termes de perte de poids. Les informer de la nécessité de poursuivre un programme de TP, c'est bien noté. Et puis, le soutien possible des associations de patients, qui est fondamental. Et ils évoquent enfin, de façon rapide, mais quand même, la possibilité de recours à la chirurgie réparatrice et reconstructrice, pas avant 18 mois, 2 ans post-op, avec une stabilisation du poids, notamment quand il y a des grosses séquelles cutanées d'amaigrissement, comme vous voyez sur les photos, avec un abdomen pendulum, avec une peau très abîmée, très vieillie, très plissée au niveau de la face interne des cuisses, ce qui fait qu'il y a un frottement invalidant. Et puis lorsqu'il y a un excédent cutané au niveau de la face interne des bras. Donc, merci pour votre attention. C'était notre première présentation sur les recos. Alors, je ne sais pas si on fera les questions à la fin ou s'il faut qu'on enchaîne. Oui, il y aura un temps de questions qui est prévu à la fin. Donc je vous laisse enchaîner avec la présentation des CSO. Très bien. Merci. Alors, je reprends le relais. Donc, je vais vous présenter les centres spécialisés de l'obésité. Hop. Ça passe, ça passe. Donc, il faut savoir qu'il y a 37 centres spécialisés de l'obésité en France et que la Normandie est particulièrement dotée, ce parce qu'on a une prévalence de l'obésité importante. Mais du coup, en Normandie, vous voyez, on a 2 CSO et en plus, on s'entend très bien, donc ça tombe bien. Chaque CSO a été labellisé dans les années 2012 et pour pouvoir être labellisé, il fallait pouvoir disposer des 3 filières et cela, ça a été redit par les instances récemment. Il faut donc avoir une filière adulte médicale, une filière adulte chirurgicale et une filière pédiatrique. Si on ne dispose pas de la filière pédiatrique, il faut pouvoir conventionner avec un établissement qui va pouvoir assumer la filière pédiatrique.
Dans les missions des CSO, en dehors des soins de ces 3 filières, il faut pouvoir assurer la prise en charge pluridisciplinaire des personnes en situation d'obésité sévère et ou complexe sur l'ensemble du territoire, organiser, animer et développer la filière de soins en obésité et également participer à la formation et à la recherche en obésité. Alors, je vais vous parler de mon CSO et puis Vanessa vous parlera du sien. Ah oui, donc on est 2, hein, CSO de Caen, CSO de Rouen. On vous a remis les sites internet de chaque CSO et les 2 CSO dépendent tous les 2 des 2 CHU. Alors concernant le CSO de Caen, donc nous on couvre les territoires Manche, Orne, Calvados. On a développé des partenariats avec les établissements de notre territoire pour essayer de faire en sorte que chaque patient obèse puisse accéder au même niveau de soins, proche de chez lui. Et puis aussi pour pouvoir harmoniser les pratiques, se connaître et assumer tout le maillage territorial. Donc concernant nos partenaires, on a, conventionné avec des établissements hospitaliers MCO à hauteur de 8. On a également conventionné avec, des SMR, c'est les nouveaux, SSR, hein, c'est l'ancien nom c'était SSR, maintenant c'est SMR, et CMPR. On a conventionné avec 5 établissements, 4 pour la filière adulte et 1 pour la filière pédiatrique. On a également travaillé à conventionner avec des diététiciens libéraux, qui nous permettent, de prendre en charge les patients au plus proche de chez eux avec, 22 des diététiciens libéraux et puis on a conventionné avec d'autres structures, des associations de patients, les DAC qui sont les dispositifs d'appui à la coordination, donc ça c'est plutôt pour la filière, obésité complexe et puis avec un XAPA, qui s'occupe plutôt de l'addiction. Voilà, c'est des partenariats, un peu isolés mais qui nous rendent bien service. Concernant nos 3 missions, alors du coup, je vais détailler un petit peu ce qu'on fait, sur le territoire, Manche-Orne-Calvados. Concernant la prise en charge des personnes en situation d'obésité sévère ou complexe, au niveau de notre territoire, on a organisé, des RCP de recours régionales, mensuelles, chirurgicales et médicales. Donc c'est tous les mois, on se réunit en présentiel ou en e-staff, pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer pour discuter, des dossiers complexes au niveau médical et au niveau chirurgical. Quasiment la majorité des patients opérés sur notre, territoire sont discutés, ce qui fait qu'on staffe à peu près entre, 70 et 80 dossiers, chaque mois. Concernant les prises en charge côté adulte, on est organisé avec une hospitalisation de semaine médico-chirurgicale. Donc la prise en charge médicale et chirurgicale se fait au même étage avec un guichet unique au niveau secrétariat. On a mis en place des HDJ pluridisciplinaires pour les cas complexes, des patients qui ne pourraient pas être intégrés au groupe ou vraiment qui ont besoin d'être vus, régulièrement. Et puis on assure des consultations médicales et paramédicales et on a développé des parcours particuliers, la transition, pédiatrie adulte, obésité rare, les suivis de grossesse, les, parcours greffe rénale, voilà, que je détaille pas là, mais, on a développé ça. Côté pédiatrique, on est organisé avec des HDJ pluridisciplinaires et des consultations médicales et paramédicales. Concernant notre mission, organisation, animation et développement de la filière, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, touc. Voilà. Il y a bien sûr notre site internet, sur le site du CHU de Caen, sur lequel on est en train de développer un espace professionnel sécurisé où on va pouvoir mettre, des informations, des recos, des topos, harmoniser nos pratiques. On travaille pour la World Obesity Day, donc cette journée, mondiale de lutte contre l'obésité. Côté formation et recherche, mon téléphone sonne encore, pardon. Hem, on organise une journée territoriale de l'obésité, chaque année, voilà, où sont conviés les professionnels, je suis vraiment désolée, ça n'arrête pas. Le Nutrition Day qui est une journée de formation destinée aux professionnels de santé du CHU de Caen.
On travaille aussi dans la prévention de la stigmatisation avec, de la simulation d'obésité. En fait, les professionnels du CHU ont la possibilité lorsqu'ils, prennent leur poste au CHU, en fait, ils ont des journées de formation d'intégration et il y a aussi des journées, dans les services où du coup les professionnels peuvent enfiler un habit qui simule l'obésité, qui leur permet un peu de s'exercer à la manipulation, d'expérimenter aussi de ce que c'est de vivre dans la peau d'un patient obèse. On a sur notre territoire aussi une association qui est le Resclan Normandie, qui propose des formations aux professionnels de santé. Donc, voilà, le CSO y participe certaines années. Et puis pour la recherche, on travaille avec le réseau Force, qui est un réseau national, de recherche en obésité, auquel, de nombreux CSO participent. En fait, on fait régulièrement, des enquêtes ou des recherches sur plusieurs centres parce qu'il faut étudier, par exemple, un patient, qui a une pathologie très rare, on en a 2, 3 chacun dans notre centre et en fait, en se regroupant avec tous les CSO, on arrive à faire des cohortes d'une cinquantaine de patients, ce qui permet de les étudier. Voilà pour le CSO de Caen. Alors, je vais enchaîner avec le CSO de Rouen. Donc, de la même façon, alors nous, on est sur le territoire de la Seine-Maritime et de l'Eure. De la même façon, on a essayé de créer du maillage territorial et en tout cas du lien entre tous les partenaires qui prennent en charge les patients qui souffrent d'obésité. Donc, on a créé des partenariats avec des établissements de santé pour la prise en charge médicale, chirurgicale et pédiatrique de l'obésité. On a créé aussi, on est très demandeur d'ailleurs de partenariats avec les professionnels de santé libéraux. Hein. Donc, on a créé des partenariats avec des diététiciens, des psychologues. On est ouvert à d'autres partenariats, éducateurs en activité physique adaptée, des médecins traitants. En fait, l'idéal, c'est qu'on puisse identifier sur notre territoire les personnes qui prennent en charge les patients en situation d'obésité pour qu'on puisse relayer l'info auprès de nos patients, enfin des patients qui sollicitent une prise en charge et qu'on les oriente au plus proche de leur domicile. Bien sûr, on a également conventionné avec Planète Patient et le réseau pédiatrique NPO. Alors, si tu peux changer la diapositive, s'il te plaît. Merci. Au niveau de nos missions, ben, ce sont les mêmes que les missions du CSO de Caen. Donc, de la même façon, on organise des réunions de concertation pluridisciplinaires. Alors, nous, c'est les RCP de chirurgie bariatrique, c'est surtout pour les patients suivis, enfin, opérés au CHU de Rouen pour la chirurgie. Mais ces RCP, elles sont aussi de recours régional. Sur sollicitation, les équipes peuvent nous solliciter et on peut faire, pareil, des visios et parler de cas complexes. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. On est un centre de prise en charge de niveau 3 de l'obésité, comme l'a rappelé Véronique. Et dans ce cadre-là, on prend en charge au niveau de la filière adulte les patients qui souffrent d'obésité sévère et complexe. Quand ils habitent rive droite, plutôt sur le centre de nutrition de Bois-Guillaume, dont je suis responsable aussi, et quand ils habitent du côté de la rive gauche, plutôt sur le centre de nutrition de Saint-Julien, où on a des collègues nutritionnistes qui prennent aussi en charge ces patients. Afin d'améliorer le screening lorsque les demandes de patients jamais vus nous arrivent, on a créé un parcours en ligne avec la start-up Maela, c'est-à-dire qu'ils vont remplir des questionnaires en ligne pour que nous, on ait un peu une idée tout de suite de où ils en sont dans leur parcours de soins, où ils en sont dans leurs demandes, quelles comorbidités ils ont. Ça rejoint un peu l'exposé sur le phénotypage des patients dont a parlé Véronique tout à l'heure, et pour les orienter au mieux, dès le départ, perdre le moins de temps possible. On a aussi mis en place, dans le cadre du CSO, des traitements ambulatoires pluridisciplinaires, ce qu'on appelle les TAP, spécifiques en fonction vraiment des problématiques de chaque patient. Il y en a en pré- et post-chirurgie bariatrique, mais il y en a aussi pour l'estime de soi et l'image du corps, ou encore pour aider les patients à gérer leur impulsivité alimentaire. Enfin, on fait aussi des HDJ diagnostiques et des consultations pluridisciplinaires. Concernant la filière de soins, nous avons également un site CSO où vous retrouverez des tas d'infos.
Si vous nous donnez vos coordonnées, et encore plus si vous êtes partenaire, mais aussi si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. On peut vous envoyer les newsletters qu'on fait régulièrement et on vous transmet toutes les informations qu'on a au fur et à mesure des congrès, des choses. Enfin voilà, tout ce qu'on a comme info qui nous arrive, on le transmet à toute notre liste pour transmettre l'info et que tout le monde sache s'il y a un colloque, s'il y a quelque chose, une formation qui intéresse ou des recos, voilà. On a aussi nos rencontres régionales annuelles. C'est une journée qu'on organise, ça va être nos 10 ans cette année, c'est en septembre. Et une soirée régionale annuelle de nutrition, ça s'appelle Quoi de neuf en nutrition. Et puis, on agit aussi pour former les professionnels de santé. Et donc, depuis de nombreuses années, depuis 2015, on a des formations au Medical Training Center, qui est le centre de formation en santé au CHU de Rouen. On a des formations pour les paramédicaux, maintenant pour les médecins et même pour les équipes qui voudraient ensuite faire de la formation pour pluridisciplinaire autour de chez eux sur ce qu'on appelle du changement de nos regards à l'amélioration de nos pratiques, c'est-à-dire sur à la fois la prise en charge de l'obésité, mais aussi un peu changer le regard en se mettant notamment à la place du patient souffrant d'obésité grâce à une combinaison en simulation et des challenges en vie réelle. Donc, vous avez compris qu'entre le CSO de Caen et le CSO de Rouen, il y a beaucoup de points communs et on va très bientôt animer la filière obésité de façon commune, puisque c'est un souhait de nos instances, de l'ARS. Et prochainement, on aura même un annuaire commun, des journées de formation communes, et puis on continuera à harmoniser nos pratiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse peut-être Véronique conclure. Voilà, donc on a pu vous présenter un peu notre façon de travailler et puis les recommandations pour la prise en charge de l'obésité adulte. Vous avez sur cette diapo nos mails, il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter pour une question médicale ou une question pratique ou un projet que vous avez sur votre établissement. On est là voilà, pour vous donner des coups de pouce, pour vous soutenir. Euh, Concernant les Save the Date, on a, nous, notre journée territoriale qui sera le 15 novembre à Caen, au château de Caen. Et puis Vanessa, tu as aussi tes journées Oui. prévues. Les journées territoriales annuelles au CHU de Rouen, c'est le 27 septembre. Et puis, on va faire un Quoi de neuf nutrition très bientôt. C'est le 18 avril. Pour ceux qui sont intéressés, c'est au CHU de Rouen. Voilà, c'est fini pour la pub. Merci. On est ouverte aux questions, mais en fin de session du coup. Voilà, on coupe nos micros. Merci à vous. Eh bien, on va tout de suite enchaîner du coup sur les programmes de TP, puisque vous avez vu que l'éducation thérapeutique du patient fait partie à part entière de la prise en charge en suite de chirurgie. Alors, on ne peut pas vous présenter tous les programmes aujourd'hui, puisque vous allez le voir, ils sont quand même assez nombreux, mais on va vous faire un aperçu effectivement de tous les programmes qui existent. Alors, je vous affiche tout de suite mon écran. Alors, vous voyez donc apparaître à l'écran donc des petits points sur la carte. Donc, tous les petits points jaunes correspondent à des programmes dédiés à l'obésité. Il y en a un petit peu plus sur l'ex-Haute-Normandie. Et puis, les points gris correspondent à des programmes pluripathologiques qui intègrent une branche dédiée à l'obésité ou une prise en charge spécifique dédiée à l'obésité. Donc, si on va regarder d'un petit peu plus près ces programmes, donc là, on a à l'écran les programmes qui sont dédiés à l'obésité. Alors, on a été large sur la présentation. On va dire qu'il y a 3 types de programmes. Ceux qui s'adressent à l'obésité de manière générique, ceux qui sont dédiés plus spécifiquement à la chirurgie bariatrique et enfin les derniers qui vont être plutôt sur la prise en charge de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent.
on va avoir un aperçu par la suite de 2 de ces programmes et on a aussi du coup les programmes pluripathologiques, donc qui prennent en charge des patients en situation, d'obésité, mais pas uniquement. Ça peut être intéressant pour des patients qui cumulent effectivement obésité avec des comorbidités telles que le diabète et cetera. Bonjour, je vais vous présenter le programme d'éducation thérapeutique surpoids et obésité du pôle sanitaire du Vexin de Gisors. Ce programme est proposé une fois par mois et selon les années, ça correspond à environ 8 à 10 programmes sur une année. Notre équipe est composée d'un médecin, d'un cadre supérieur de santé coordinateur, d'une infirmière co-coordinatrice, de 2 diététiciennes, d'une psychologue et d'un formateur en activité physique. Alors, ce programme, il s'adresse aux adultes majeurs en situation de surpoids ou d'obésité. L'orientation de ces patients peut être faite sur recommandation médicale, en pré ou post-chirurgie bariatrique, avec ou sans pathologie associée, ou sur démarche personnelle. Souvent, ce sont des gens qui ont vu nos flyers ou nos affiches au sein de notre établissement ou chez les autres professionnels de santé libéraux. Les objectifs les plus fréquents attendus par les patients qui viennent nous voir, c'est d'avoir une perte de poids pérenne et nécessaire pour maintenir ou améliorer la santé, reprendre des bonnes habitudes alimentaires, avoir un autre regard sur leur corps et ne plus souffrir aussi de celui des autres. C'est quelque chose de très fréquent chez nos patients. Et puis, le but, c'est aussi d'améliorer leur qualité de vie et d'avoir aussi une motivation pour maintenir ou débuter une activité physique qui a été cessée souvent depuis longtemps chez beaucoup de patients. L'objectif de l'équipe ETP, l'objectif de notre programme, c'est de sensibiliser les patients aux facteurs de risque du surpoids et de l'obésité, de leur permettre d'acquérir ou d'enrichir les connaissances nécessaires sur l'alimentation afin qu'ils puissent avoir un comportement alimentaire sain, et puis aussi d'encourager le patient à avoir une activité physique régulière ou à reprendre une activité physique régulière. Nous proposons aussi un soutien psychologique pour permettre aux patients de faire le point sur leur vécu avec le poids et les conséquences sur leur vie au quotidien, de les accompagner aussi dans les changements de leurs habitudes de vie afin que cette perte de poids qu'ils attendent, elle soit progressive et pérenne. Alors, notre programme est composé d'un BEP, bilan éducatif partagé, de 7 ateliers, d'une évaluation de fin de programme et 2 évaluations à distance, la première à 3 mois et la seconde à 6 mois. Ces ateliers se font en groupe de maximum 5 personnes et permettent aux accompagnants aussi d'être présents. Afin de répondre aux disponibilités des personnes ayant une activité professionnelle, nous proposons également des ateliers en fin de journée, en groupe ou en individuel. Alors, nos ateliers, nous proposons 2 groupes de parole avec la psychologue, un atelier sur les causes et complications du surpoids avec l'infirmière ou médecin, 3 ateliers sur la nutrition avec la diététicienne, un atelier activité physique adaptée avec un formateur APA. Les thèmes abordés de ces ateliers sont le retentissement psychologique et le vécu par rapport au poids pour le premier groupe de parole avec la psychologue, les connaissances générales sur l'obésité, causes et conséquences, les bases de l'alimentation, les différentes familles d'aliments pour le premier atelier diététique, les portions alimentaires pour le deuxième atelier diététique, les bienfaits et plaisirs d'une activité physique, quoi faire et pourquoi, mise en pratique, l'équilibre alimentaire pour le troisième atelier diététique, l'impact du poids sur le bien-être pour le deuxième groupe de parole.
Alors, nous utilisons différents outils pédagogiques. Le photolangage, qui sert lors de l'atelier, le premier groupe de parole. Les documents supports destinés aux patients. On remet essentiellement des documents pour les ateliers diététiques, afin qu'ils aient une trace. Et puis également sur des conseils pour l'activité physique adaptée. Et nous avons un matériel d'activité physique, ballon, élastique, haltère. Ces outils sont élaborés afin de faciliter les échanges interactifs. Donc voilà, vous avez des images représentant nos différents outils. Les évaluations de fin de programme montrent qu'environ 85% des patients qui ont suivi le programme ont acquis les connaissances nécessaires pour améliorer leur santé et améliorer également leur estime d'eux-mêmes. Les évaluations à distance confirment le plus souvent que les changements qui ont été faits par les patients ont des résultats plutôt positifs sur le bien-être, avec une perte de poids qui est progressive et une volonté pour les patients de maintenir cette nouvelle qualité de vie. Lorsque les connaissances nécessaires ne sont pas totalement acquises, nous proposons aux personnes qui souhaitent des ateliers de suivi sur un plus long terme. Le retour des patients recueillis via les questionnaires de satisfaction qui sont donnés à la fin du programme sont en très grande majorité positifs. Le regret principal est le nombre d'ateliers qu'ils aimeraient plus important. Alors, merci à Emmanuel Randon et Françoise Louviot, donc du centre hospitalier de Gisors, pour cette présentation de leur programme. Je vais maintenant passer la parole donc à Alexis Procéda du SSR, donc, qui a changé de nom, mais voilà, Les Jonquilles, pour la présentation de son programme. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien, oui. Très bien. Donc, je me présente, Alexis, diététicien d'hospitalisation du jour au centre de nutrition des Jonquilles. Donc, je vais vous présenter un petit peu le programme, nous, sur le surpoids et sur l'obésité que nous avons mis en place. Donc, notre programme se déroule sur une durée de 5 semaines, soit en hospitalisation complète avec le docteur Breton, qui est médecin nutritionniste, ou en hospitalisation de jour avec le docteur Gentil, aussi médecin nutritionniste. Donc, nous acceptons les patients âgés de 18 ans au minimum, et leur entrée au sein de notre programme peut se faire sur plusieurs manières. Soit ils viennent en rendez-vous externe avec les médecins nutritionnistes pour accepter ou valider leur dossier et ensuite intégrer le programme, ou soit ils prennent un dossier qu'ils font remplir directement auprès de leur médecin pour pouvoir intégrer notre programme. Donc, nous acceptons les patients qui sont en surpoids et en obésité, mais aussi avec toutes les pathologies associées comme l'insuffisance rénale, le diabète, du cholestérol, des triglycérides élevés, tout ce qui peut être toutes les pathologies associées au surpoids et à l'obésité. Nous avons une équipe pluridisciplinaire de présents avec les médecins nutritionnistes, notre infirmière référente, 2 diététiciens, dont moi et ma collègue, le moniteur d'activité physique, la psychologue et puis la secrétaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous avons tous les corps médicaux regroupés pour aider le patient dans sa prise en charge, puisqu'on le sait, le surpoids et l'obésité prennent en compte divers domaines, dont la partie émotionnelle et aussi la sédentarité sur lesquels on doit lutter pour les aider. Notre objectif à nous, c'est essentiellement de rééduquer le patient sur son comportement alimentaire, c'est-à-dire passer d'une alimentation cognitive vers une alimentation intuitive en écoutant leurs signaux de faim et de satiété, mais aussi de leur permettre de retrouver une activité physique adaptée. Alors, comment ça marche? Nous allons avoir divers ateliers qui vont parler de l'équilibre alimentaire, des ateliers sur lesquels on va travailler les sensations alimentaires de la faim et de la satiété, mais aussi aborder les différentes croyances alimentaires que les patients peuvent avoir et leur apprendre aussi à déguster les aliments tout en apprenant à gérer aussi leurs émotions.
Donc, sur la partie du rééquilibrage alimentaire, ils vont participer à divers ateliers, mais aussi avec des entretiens individuels qu'on va réaliser auprès d'eux. Moi, je les vois généralement une fois toutes les semaines durant leurs 5 semaines de prise en charge. Donc, au niveau de l'équilibre alimentaire, généralement, c'est des patients qui connaissent plus ou moins déjà ce qu'est l'équilibre alimentaire. Donc, l'idée, c'est de répondre à la dépense énergétique par des quantités adaptées. Donc, globalement, c'est ce qui est recommandé, hein, une source de viande, de poisson, d'œufs au niveau des repas, des féculents en fonction de leur faim, des légumes, ainsi qu'un produit laitier et un fruit. Ça, globalement, c'est pas la grande majorité du travail qui peut être difficile pour les patients parce qu'ils ont généralement les connaissances déjà acquises, hein. Souvent, ils ont déjà réalisé pas mal de régimes auparavant. Ce qui est un petit peu plus compliqué pour eux, ça va être le travail sur les sensations alimentaires. C'est vrai que la majorité des patients que nous recevons, pardon, ont comme idée que perdre du poids passe par le comptage de calories et non pas par l'écoute de soi. Donc c'est vrai que ça demande un petit peu de temps pour les patients, donc on va les aider dans ce cas-là à travailler sur leur faim et leur satiété. Le but, c'est de retrouver déjà sa zone de confort, mais aussi de ne pas se focaliser sur les calories et surtout de ne pas être exclu d'une vie sociale. On leur montre souvent un exemple que s'ils vont au restaurant ou s'ils sont invités, ils ne vont pas pouvoir forcément amener leur balance pour peser leurs calories, leurs quantités. Donc l'idée, c'est d'essayer de s'écouter pour que ce soit quelque chose de plus simple à appliquer dans la vie de tous les jours. Donc pour cela, on va mettre en pratique des ateliers collectifs et des ateliers de cuisine. Le but à travers ces ateliers, c'est vraiment de pouvoir quantifier sa faim. Donc pour cela, on a un thermomètre de la faim. On les aide à distinguer aussi la faim des émotions, de la soif. On les aide à travailler sur leur vitesse alimentaire et de découvrir leur satiété, hein. Donc ça passe par aussi des ateliers de cuisine thérapeutique sur lesquels les patients vont manger, par exemple, entrée, plat et dessert. Et sur l'ensemble du repas thérapeutique, on va les questionner, leur poser des questions sur comment ils se sentent, à quel niveau de faim ils sont, est-ce qu'ils prennent le temps de manger, à quel niveau de satiété ils commencent à être. Donc tout ça, on les aide dans leur reconnexion à soi. Et on va avoir aussi des ateliers de pleine conscience pour pouvoir déguster les aliments. Ça, c'est un travail assez intéressant parce qu'on le sait, hein, dans le cadre de compulsions alimentaires, les patients ont tendance à manger vite, à ne pas prendre le temps, à être déconnectés. La tête et le corps sont assez déconnectés. Donc, on les aide, nous, à ça, à se retrouver aussi. On aborde aussi, nous avons des ateliers aussi sur les croyances alimentaires. L'idée, c'est d'un peu enlever le puzzle qu'ils ont construit au fil des années par les différents régimes qu'ils ont pu avoir. Et donc, l'idée, c'est vraiment de déconstruire le schéma qu'ils ont, comme par exemple, finis ton assiette, pas de féculents le soir, ça fait grossir, le pain fait grossir, éviter le fromage le soir. L'idée, c'est d'essayer d'assouplir un petit peu leurs pensées pour retourner petit à petit vers une alimentation intuitive. Donc, on va avoir aussi des ateliers de comparaison de menus avec des équivalences caloriques pour leur montrer que parfois, du chocolat n'est pas forcément plus calorique qu'une portion de fruits, par exemple. Donc, on les aide justement à enlever ce petit puzzle-là qu'ils ont dans la tête pour assouplir un petit peu l'esprit. Une grande partie aussi du travail consiste à leur réapprendre à travailler sur leur comportement alimentaire par la dégustation des aliments. Donc là, il va y avoir des ateliers collectifs. On va travailler sur les sens, sur les 5 sens, mais aussi sur les aliments tabous, c'est-à-dire les aliments pour lesquels ils ont tendance à s'interdire de peur de grossir. Très souvent, ce sont des produits sucrés ou des produits gras ou salés. Donc, on leur propose de venir en atelier, amener leur aliment et d'apprendre à déguster cet aliment de manière à prendre du plaisir et surtout réduire la quantité qu'ils peuvent manger pour permettre une perte de poids aussi sur le long terme tout en ayant du plaisir. On travaille aussi sur la crainte des aliments, l'entretien individuel et collectif. Et enfin, on apprend aux patients aussi à gérer ses émotions, hein. Souvent, on le sait, ils ont de l'alimentation émotionnelle, des compulsions alimentaires lorsque ces patients sont soumis à un stress, une anxiété ou une tristesse assez élevée. Donc, on leur apprend justement à évacuer ce surplus émotionnel par un moyen différent de l'alimentation. Donc, pour cela, il va y avoir l'activité physique avec mon collègue APA. Ça passe par du renforcement musculaire, du stretching, du cardio. Ils vont participer aussi à des ateliers avec la psychologue, hein, sur la gestion des émotions, l'estime de soi et l'image du corps.
et aussi avec l'infirmière, ils vont pouvoir mettre en pratique de la cohérence cardiaque, des exercices de respiration pour apprendre à se détendre et faire diminuer ce niveau d'anxiété ou de stress, par exemple. Enfin, nous avons aussi un suivi en pré-chirurgie bariatrique. Globalement, c'est plus ou moins ce que nous faisons de la même manière qu'avec les patients qui ne souhaitent pas se faire opérer, c'est-à-dire apprendre à manger de tout, bien mastiquer et s'arrêter lorsqu'on a plus faim, lorsqu'on a atteint la satiété. L'idée vraiment à travers ces ateliers-là, c'est vraiment d'améliorer son comportement alimentaire. Il nous arrive aussi d'avoir des patients qui viennent pour un suivi post-chirurgie bariatrique, que ce soit en hospitalisation complète, mais aussi en hospitalisation de jour. Il nous arrive aussi d'aider ces patients-là dans leur phase de réalimentation. Donc, ils vont avoir accès aussi à un suivi avec la psychologue, avec le moniteur APA, mais des suivis aussi diététiques, avec une explication des protocoles, des livrets de recettes pour les aider dans leur prise en charge. Je vous remercie de votre écoute. Je vous laisse les coordonnées de notre centre et je vous souhaite une bonne journée. Merci. On va donc tout de suite passer alors, pas la présentation du programme Planète Patient, donc qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter et que beaucoup d'entre vous connaissent, mais plutôt au témoignage du coup d'une intervenante dans la branche obésité de ce programme qui va vous donner un petit peu un petit retour d'expérience de ses pratiques. Alors, on écoute donc Anne Brouka, qui est intervenante donc pour Planète Patient sur la branche obésité. Bonjour, alors Anne Brouka, j'interviens au sein de Planète Patient en tant que diététicienne. Plus particulièrement sur les ateliers de la chirurgie bariatrique, mais je suis aussi intervenue quelques mois sur l'obésité. Et en fait, en tant qu'accompagnant donc dans ce projet, je tiens compte de ce qui fait qu'une personne ne va plus être régulée et qu'une personne va prendre du poids. Donc là, dans cette histoire d'obésité, la personne qui prend du poids, c'est une personne qui n'est plus régulée. Et en règle générale, pourquoi une personne n'est plus régulée ? Il y a trois raisons principales à ça. La première, c'est parce que cette personne n'est plus connectée à son corps. C'est-à-dire qu'elle n'est plus connectée à ses sensations de faim, de rassasiement. Elle n'est plus connectée à ses envies dans ce cadre de la faim et du rassasiement. Et elle a du mal à gérer ses émotions. En tout cas, elle ne les écoute pas et elle les met de côté. Et donc, du coup, la première raison, ça va être justement quand la personne va être en restriction cognitive. C'est-à-dire quand sa tête va décider à la place du corps. C'est quand sa tête va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit. Et donc là, on va retrouver donc des personnes qui ont fait des régimes ou des personnes qui sont dans un équilibre alimentaire coûte que coûte. Et donc, voilà, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est quand les personnes ont justement cette problématique de vivre leurs émotions et qu'elles ont tendance à les mettre de côté parce que c'est inconfortable et qu'elles n'ont pas appris. Ce qui fait que ces personnes-là vont, à un moment donné, être tellement envahies par les émotions qui ne sont pas régulées qu'elles vont ressentir un vide en elles et avoir besoin de combler ce vide en mangeant, par exemple. Et la troisième raison, du fait que la personne n'est plus vraiment connectée à son corps, peut être d'origine traumatisante, c'est-à-dire qu'elle a subi des traumatismes, elle a subi des chocs, et donc son corps, pour se protéger, s'est dissocié. Et comme son corps est dissocié, elle n'est plus en contact avec ce que son corps peut lui donner comme information, comme les sensations de faim et de rassasiement, ou comme les émotions, par exemple. Donc, quand on est en face à des patients comme ça, on peut leur proposer donc plusieurs ateliers qui sont dans les choix de Planète Patient, qui font partie de ce parcours-là. Et donc, on va avoir, par exemple, des ateliers sur l'activité physique,
parce que l'activité physique va permettre une reconnexion au corps. Ça peut être des ateliers aussi sur la gestion du stress, qui est une émotion. Et donc, c'est apprendre à vivre le stress et comment on peut le vivre avec différents outils. Et puis, bien sûr, ça va être aussi apprendre à la personne à retrouver ses sensations, donc de faim, de rassasiement, avec des ateliers qui sont rattachés à ça, ou aussi comprendre en fait que quand je vis une émotion, eh ben, elle veut dire quelque chose, un signal, et donc ça aussi, ça va être dans les ateliers. Qu'est-ce qu'il y a d'autres ateliers? L'estime de soi, l'image de soi, qui est aussi un atelier important dans justement ce contexte de surpoids et d'obésité. Après, si dans ce contexte de surpoids et d'obésité, des pathologies sont associées, comme le diabète ou comme l'hypertension ou comme une hypercholestérolémie, à ce moment-là, il existe aussi des ateliers vers lesquels on va pouvoir orienter la personne pour justement qu'il y ait dans ce parcours santé, qu'il y ait un suivi global et à la carte. Voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Donc, merci Anne pour ce témoignage. On va terminer avec un dernier témoignage. Le témoignage donc de Madame Maryse Biniger, qui est donc présidente de l'association Allo, et donc qui va vous expliquer effectivement ce qu'elle propose justement pour accompagner les patients. Je vais partager. Alors, nous sommes une association de patients opérés. Nous sommes là pour diriger les personnes contre la lutte contre l'obésité, les aider à lutter contre l'isolement, parler sans tabou, à aborder les différentes techniques de chirurgie, mais pas spécialement. Nous ne sommes pas là pour prôner la chirurgie. Nous sommes aussi là pour soutenir les patients, mais également leurs familles, pour pouvoir aborder les techniques dans de bonnes conditions. Je trouve. Voilà. Nous pratiquons également du sport, de l'aquagym, mais nous sommes pas spécialement que sur la chirurgie. Nous visitons les patients avant l'opération, après l'opération, pour les aider des fois à pouvoir appréhender la chirurgie et également l'anesthésie. Beaucoup de gens ont beaucoup de soucis sur l'anesthésie. Quelles sont les principales peurs en dehors de l'anesthésie, les principales questions posées peut-être en vue d'une chirurgie ou sur l'après-chirurgie? Surtout l'alimentation. Ils se posent beaucoup de questions, comment ils vont pouvoir manger et les quantités. C'est une question souvent posée. Effectivement, quand on est opéré, on mange des très petites quantités au début. Après, l'estomac reprend tranquillement, comme pour les bébés en fait. Le parcours mixé, mouliné, morceaux, mais beaucoup de gens ont du mal à comprendre cette pratique. Et pourquoi ces questions vous sont posées à vous, patiente, plutôt qu'aux professionnels de santé qui les suivent? Je pense que les personnes ont moins peur de nous poser ce genre de questions vis-à-vis du personnel médical. Ils sont plus libres avec nous parce que nous, on l'a vécu. Donc, on peut dire sur quel point on a un peu buté, en fait, nous aussi, et une expérience des personnes qui ont eu différentes chirurgies. Et ça permet d'être plus libre envers nous qu'avec le corps médical.
Si que vous apportez en tant qu'association, vos objectifs? les objectifs, c'est d'aider aux personnes, de pouvoir en parler de l'obésité sans tabou, hein, parce que c'est compliqué, l'entourage, l'extérieur. On a tous, en étant obèses avant, euh, et encore, je pense que c'est difficile, le regard des gens. C'est comme pour les faire de l'aquagym, on les aide, on leur dit qu'en fait, on a des bassins privés. Donc, c'est plus facile pour eux de se mettre en maillot de bain avec des personnes où il n'y a pas de regard, puisqu'on n'est que seul, on est dans nos bassins, que nous, que l'association, et même pas le personnel médical. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de venir faire de l'aquagym. Et donc, vous accompagnez non seulement les personnes en situation d'obésité, mais aussi leur entourage, c'est ça? L'entourage, si les personnes le demandent, on peut recevoir également, on a eu le cas avec des adolescents qui ne voulaient pas que leur maman se fasse opérer parce que les on-dit, Internet, ils ne voulaient pas. Donc, on a reçu les adolescents, le papa et la maman. Et on a discuté avec Corinne, la trésorière. On était toutes les deux et on a pu discuter et ils sont repartis rassurés et la maman s'est fait opérer. Voilà, donc nous arrivons au terme avec un peu de retard des présentations. Donc je vous rappelle, hein, que tout est accessible. On va maintenant passer au temps de questions. Donc il y en avait déjà une dans la conversation. Donc le temps que vous prépariez vos questions, on va déjà répondre à celle qui a été posée. Donc une question de Madame Demoulingé qui nous dit je croyais que c'était remboursé. Maintenant, si sur l'ordonnance, il est notifié dans un contexte de chirurgie bariatrique. Alors, elle ne précise pas quel examen. C'est certainement un des bilans sanguins que vous aviez évoqué. Donc, est-ce que vous aviez peut-être des précisions à nous apporter sur ce sujet? J'ai mon micro? Oui, je pense que Oui. c'est bon. C'est bon. Il y a effectivement, je crois que dans certaines conditions, la vitamine D, je crois qu'elle peut être remboursée si on met dans le contexte d'un suivi de chirurgie, mais en tout cas, les autres le seront pas. Enfin, a priori, à moins que ce soit qu'il y ait eu des modifications récentes. Donc, comme je disais, pour certains dosages très spécifiques qui sont pas dans la pratique courante, je pense qu'il va quand même falloir qu'on trouve un moyen d'orienter les patients pour qu'ils aient leur bilan vitaminique complet vers des structures hospitalières où ces dosages-là peuvent être faits sans dépassement d'honoraires, en fait. Pour moi, effectivement, la vitamine D est remboursée dans le cadre du parcours de chirurgie bariatrique. B9, B12 également. Il y a le sélénium qui n'est pas remboursé, il faut compter une petite trentaine d'euros. Et le rétinol binding protein également, qui n'est pas remboursé. Les autres le sont, mais ça reste quand même cher. On arrive pas loin d'une cinquantaine d'euros pour le bilan. Et c'est des bilans qui sont à répéter, donc... Et le zinc, le cuivre en ville, tu crois que Zinc c'est et remboursé? cuivre, c'est remboursé. Ah, c'est Je pense. remboursé? Ah, je croyais que ça l'était pas, moi. D'accord. En tout cas, dernières infos que j'avais eues, oui. D'accord. Donc, il y a Le le sélénium, non. Après, c'est sélénium et RDP. zinc érythrocytaire et cuivre érythrocytaire qui ne sont pas remboursés, mais bon, souvent, on ne fait pas les... Ben, on les faisait pas, mais là, c'est recommandé. C'est ça qui est... Ouais. Alors, les sériques sont remboursés, mais les érythrocytaires ne le sont pas. Ouais. D'accord. Merci, j'espère que ça répond à votre question. A priori, oui, puisqu'il y avait un petit pouce levé du coup qui était apparu. Concernant, puisque vous parliez du zinc et du sélénium, on nous pose la question de savoir quelles seraient les conséquences d'une carence en zinc ou en sélénium. Moi, j'ai perdu ma fenêtre. Alors, les carences en zinc, ça donne des troubles du goût, principalement, et aussi, je crois, des lésions au niveau de la peau. Sélénium, peut-être des choses au niveau cardiaque. Vanessa, Oui. Zinc, c'est aussi important pour la cicatrisation. Donc effectivement, une bonne cicatrisation. Le sélénium, c'est au niveau cardiaque et aussi au niveau neurologique. Ça peut jouer aussi. D'accord. Autre question de la conversation.
Utilisez-vous des outils pour identifier les TCA, donc troubles du comportement alimentaire, je suppose, des tests que nous pourrions proposer aux patients en début d'hospitalisation? Tu veux répondre ou... Vas-y, réponds. Ouais. En fait, il y a un score simple qui s'appelle le SCOF en 5 questions, qui est un peu un score qui a été mis en place notamment pour la médecine générale. Ça s'écrit SCO2F, qui permet un peu de dépister en gros des gens qui pourraient avoir des troubles du comportement alimentaire, mais c'est pas très spécifique quand on est en situation d'obésité, parce que notamment il y a une des questions où c'est écrit vous trouvez-vous trop gros alors que tout le monde vous trouve trop mince, alors que les patients qui sont en situation d'obésité souvent on les trouve pas trop minces, hein. Donc c'est moyennement adapté. Mais en tout cas, sinon, il y a EDI2, EDI et -2, ou d'autres questionnaires, ou le Binge Eating Scale, BES. Mais en tout cas, c'est surtout clinique. En fait, moi, je leur pose, pour savoir s'il y a une impulsivité alimentaire, moi, je leur dis, est-ce que ça vous arrive des fois de perdre le contrôle des quantités que vous mangez? C'est-à-dire vous êtes en train de manger quelque chose que vous aimez et vous vous sentez obligé de finir le paquet, de finir tout, alors que vous savez très bien que c'est pas bien, mais c'est plus fort que vous. C'est cette impulsivité alimentaire, puis après une idée de la vitesse d'ingestion et des quantités consommées. Voilà. En gros, déjà, quand on a ça, on a quand même un peu, puis aussi leur poser la question des levées nocturnes pour s'alimenter. Parce que parfois, quand on arrête l'enquête alimentaire avant et qu'on leur pose pas de questions sur la soirée ou sur la nuit, eux, ils se sentent déjà tellement coupables de manger le soir et la nuit qu'ils disent pas forcément si on leur pose pas la question. Je pense que voilà, des questions simples peuvent suffire. Avec la culpabilité postprandiale aussi, qui est très fréquemment retrouvée. Perte de contrôle, ils peuvent pas s'en empêcher, et puis derrière, grande culpabilité. Dans la conversation, nous proposez deux questionnaires de tests, le TFEQ et le HIT26 ou 26. Voilà. Ça aussi, ouais. D'accord. Pour l'alimentation émotionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup dans la salle? Alors, parlez-vous du seuil point. Moi, je connais pas. Le set point, c'est le poids d'équilibre en fait. C'est le poids de forme, je pense. C'est le poids d'équilibre pour lequel on est tous programmés par nos gènes, et on a tous un poids d'équilibre programmé différent. Et après, souvent, ce poids d'équilibre, quand on a fait des tas de régimes dans sa vie, on ne sait plus où il est. Parfois même, on ne l'a jamais trouvé, puisqu'on a toujours été en restriction cognitive pour faire moins que ce qu'on avait comme poids. Et donc, effectivement, moi, je leur parle, oui, du poids d'équilibre à retrouver ça fait écho notamment à la présentation d'Anne Brouka, en écoutant voilà, son corps et ses sensations alimentaires, arriver à réécouter en fait ses besoins pour parvenir au poids de forme d'aujourd'hui. D'accord. Ça répond à votre question. Sinon, vous n'hésitez pas à activer votre micro. Peut-être ça pourrait être plus simple. D'autres questions dans la salle, ou entre guillemets dans la salle, ou à distance à l'autre bout de la Normandie? Je vois pas d'autres questions. Est-ce que vous vouliez rajouter un mot par rapport à toutes les interventions que vous avez pu entendre, mesdames, ou c'est bon de votre côté? En tout cas, on voit que c'est très riche sur la région. Il y a plein de parcours, plein de choses qui se font, même dans les territoires les plus éloignés des grandes villes. Donc, c'est chouette. Ouais, bravo pour les présentations, c'était vraiment super. Eh bien, merci à vous, et puis merci à tous les participants. Effectivement, on a une région où il existe des choses, et donc je pense que c'est important de faire connaître l'existant. Alors, on n'a pas, comme je vous disais, on n'a pas pu présenter en détail tous les programmes qui existent. On essaie de mettre en place par contre des systèmes justement pour les rendre plus visibles, alors notamment sur notre site internet, vous pourrez retrouver toutes les coordonnées des programmes qui vous ont été présentés aujourd'hui, que ce soit en détail ou juste sur l'aperçu.
Et puis, on va proposer régulièrement des Zooms aussi sur des programmes d'éducation thérapeutique pour justement faire connaître et valoriser les différents programmes qui peuvent exister en région. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. Je vous remercie encore sincèrement tous les intervenants qui pouvaient être présents aujourd'hui et ceux qui n'ont pas pu être présents, mais qui ont donné de leur temps pour présenter leurs actions et témoigner aujourd'hui. Merci à tous mes collègues qui ont aussi permis que tout se déroule dans de bonnes conditions. Et puis, merci à toutes les personnes présentes de permettre de faire vivre ces webinaires. À très bientôt. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.